Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman-Lévy, présentent Les masques éphémères de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin Cordoliani. Brunetti dormit tard ce matin-là. Vers 9 heures, il ouvrit un œil, vit l'heure qu'il était et resta au fond du lit. Il demeura immobile jusqu'à 9h30, puis il sortit son bras gauche de la couette en espérant sentir Paola près de lui, mais il ne sentit que le creux qu'elle avait laissé dans les draps redevenu froid depuis un long moment déjà. Il se redressa, se reposa un instant après cet effort et ouvrit les yeux. Il fixa le plafond, plus précisément l'angle droit à l'autre bout de la pièce, et aperçut la marque au-dessus de la fenêtre où l'eau avait percolé quelques mois plus tôt et créé une petite zone marron semblable à une pieuvre. La tache changea de couleur, parfois même de forme, sous l'effet de la lumière, tout en ne gardant que 7 tentacules. Brunetti avait promis à Paola qu'il la repeindrait un jour, mais il était toujours pris par d'autres obligations. Ou bien il faisait nuit et il n'avait pas envie de grimper à l'échelle dans l'obscurité, ou bien il ne portait pas ses chaussures et ne voulait pas prendre le risque de gravir les barreaux en chaussettes. Ce matin-là, la vision de la tâche l'incommoda plus que de coutume, et il décida de demander à leur homme à tout faire de venir passer un coup de pinceau et d'en finir avec cette histoire. Mais son fils aurait pu s'arracher de son ordinateur quand même, ou de son portable où il restait des heures à discuter avec sa petite amie, et se porter volontaire pour aider ses parents, pour une fois. Conscient de s'apitoyer sur son sort et de son ressentiment, Brunetti chassa ses pensées de son esprit et se mit à réfléchir aux événements du dîner de la veille, au cours duquel il but 3 verres de grappa qui furent responsables de son état embrumé. Conformément à la tradition, il avait rejoint pour leur rendez-vous annuel certains de ses camarades de liceo dans un restaurant situé au début de la Riva del Vin, où les propriétaires avaient la gentillesse de les placer systématiquement près de la même fenêtre, avec vue sur le Grand Canal. Au fil des ans, leur nombre s'était restreint de 30 convives à seulement 10, pour les raisons habituelles, leurs différents lieux de vie, leur situation professionnelle et leur état de santé. Certains d'entre eux, lassés des inconvénients de la vie à Venise, avaient déménagé. D'autres avaient obtenu de meilleurs emplois ailleurs, en Italie ou en Europe, et 2 camarades étaient décédés. Cette année, Brunetti avait retrouvé les 3 mousquetaires de toujours, dont Luca Ipodrino, qui avait transformé la trattoria de son père en un établissement connu dans le monde entier, en appliquant 3 règles relativement simples. Il servait la même nourriture que celle que sa mère avait servie pendant 30 ans au docker de Rialto. Cependant, elle était servie à présent en petite quantité dans des assiettes en porcelaine et dressée à la manière des restaurants gastronomiques. Mais surtout, les prix enflaient perpétuellement. La liste d'attente des réservations, surtout pendant la Biennale ou la Mostra de Venise, commençait à se remplir des mois à l'avance. Franca Righi, qui avait été la première petite copine de Brunetti, était partie faire ses études de physique-chimie à Rome et elle enseignait maintenant à l'université où elle s'était formée. Elle avait été celle qui avait exhorté Brunetti à suivre les cours de biologie et de physique et qui prenait désormais un malin plaisir à l'informer à chaque fois qu'une des lois qu'ils avaient étudiées se révélait fausse et nécessitait d'être mise à jour. Quant au 3e, Matteo Lunghi, il était en plein divorce. Sa femme venait de le quitter pour un homme beaucoup plus jeune, et le commissaire et ses amis durent réconforter ce pauvre gynécologue au cours de ce fameux dîner. Les 6 autres avaient bien réussi leur vie, ou tout au moins le laissaient entendre lorsqu'ils se retrouvaient en compagnie des personnes qui les avaient connues pratiquement toute leur vie. La fluidité de leurs échanges provenait en grande partie de leurs références culturelles et historiques communes, ainsi que des valeurs éthiques de leur génération, tacitement reconnues et partagées.
Tout en songeant à tous ces éléments, le commissaire repoussa les couvertures et alla se doucher à la salle de bain. Il resta un long moment sous l'eau chaude, ses enfants n'étant pas là pour lui reprocher ce gaspillage, et il retrouva progressivement ses esprits. De retour dans sa chambre, il déploya sa serviette sur le dossier d'une chaise et commença à s'habiller. Il sortit le pantalon d'un costume en cachemire et laine gris foncé qu'il n'avait plus mis depuis l'hiver et qu'il avait acheté 2 ans plus tôt pour 3 francs 6 sous lors de la fermeture du magasin de vêtements pour hommes sur le Campo San Luca. Bizarre, se dit-il en fermant le bouton. Il m'allait mieux quand j'ai acheté le costume. Peut-être qu'il a rétréci au lavage. Il se détendra dans la journée en le portant. Et il fit quelques pas pour voir. Il s'assit ensuite sur la chaise, enfila une paire de chaussettes foncées, puis des chaussures noires qu'il avait achetées à Milan des années auparavant. Comme elles s'étaient faites à son pied avec le temps, il éprouvait immanquablement un délicieux frisson de plaisir lors de cette partie de son rituel. Il prit la décision de ne pas porter de veste au vu de la chaleur qu'il avait fait la veille. Brunetti était certain de pouvoir compter sur une nouvelle journée d'été indien. Dans la cuisine, il regarda si Paola lui avait laissé un mot sur la table, mais n'en trouva pas. C'était lundi, donc elle ne rentrerait pas de l'université avant la fin de l'après-midi et passerait la journée dans son bureau à discuter avec les doctorants dont elle dirigeait les thèses. Elle était ravie qu'ils viennent rarement lui parler et appréciait au plus haut point de ne pas être dérangée car elle pouvait ainsi préparer ses cours ou s'adonner à la lecture. « Bien heureux sont les profs de fac », pensa Brunetti. Il se mit en route pour la questure, mais il fit immédiatement une halte chez Rizzardini, où il commanda 2 cafés et un croissant, ainsi qu'un verre d'eau. Requinqué par sa collation, il se dirigea vers le Rialto et s'employa à traverser le centre-ville à 10h30 du matin, au moment où, à la population locale qui avait terminé ses courses au marché, se substituaient les touristes en quête de leur première ombra ou de leur premier prosecco, bien résolus à vivre une authentique expérience vénitienne. Quelques minutes plus tard, il prit à droite la rive qui menait à la questure et il aperçut de l'autre côté du canal la façade nettoyée et rénovée de l'église San Lorenzo. Désormais désacralisée, elle était devenue une sorte de galerie qui se consacrait, lui avait-on dit, à la sauvegarde des mers et des océans. Les panneaux d'affichage qui indiquèrent des décennies durant la date du début de ces sempiternelles restaurations avaient été enlevés, tout comme les maisonnettes en bois que les riverains avaient construites pour les chats errants. À son arrivée à la questure, il aperçut son supérieur, le vice-questeur Patta, au pied de l'escalier situé à l'extrémité du hall d'entrée. Instinctivement, il sortit son téléphonino de la poche de sa veste et y plaqua l'oreille en faisant signe à l'officier de lui ouvrir la porte en verre, mais sans entrer dans l'édifice. En tapant nerveusement sur l'écran de son téléphone, il se tourna vers le gardien et lui demanda, agacé, « Est-ce qu'il y a du réseau ici, Graziano ?» Sachant que Brunetti était arrivé au travail avec 2 heures de retard et que le vice-questeur ne voyait pas le commissario d'un bon œil, l'agent en faction lui répondit « La connexion va et vient depuis ce matin, signore. Avez-vous réussi à mieux capter en sortant ?» Brunetti secoua la tête. « Ce n'est pas mieux dehors, maugréa-t-il. Ça me rend fou qu'il y ait... » Et il se tut lorsqu'il vit son supérieur hiérarchique venir vers lui. « Bonjour, monsieur le vice-questeur, » dit-il. Puis il ajouta d'une voix pleine de sollicitude en levant son téléphone. « Ne vous fatiguez pas à sortir pour essayer, dottore, aucun espoir. Il n'y a rien qui marche ici. Je vais réessayer depuis mon bureau pour vérifier si ça fonctionne maintenant. » Patta, au comble de la confusion, s'inquiéta. « Que se passe-t-il, Brunetti ?» La tonalité de sa voix, nota le commissaire, était semblable à celle qu'il employait avec ses enfants quand ils étaient plus petits et qu'il lui faisait croire qu'ils n'avaient pas de devoir à faire. Tel un procureur exhibant devant les photographes de presse le sac en plastique avec le couteau maculé de sang, il sortit de nouveau son téléphone et le brandit sous les yeux de son chef. « Il n'y a pas de réseau. » Du coin de l'œil, il vit Graziano hocher la tête en signe d'approbation, comme s'il avait été témoin des malheureuses tentatives téléphoniques de Brunetti. Patta détourna son regard du commissaire et demanda à l'officier « Où est Foa ?»
Il devrait être ici d'une minute à l'autre, monsieur le vice-questeur, déclara le planton en regardant sa montre et en parvenant à grandir de quelques centimètres dès lors qu'il s'adressait à son supérieur. Comme par un coup de baguette magique, la vedette de la police tourna dans le canal, passa rapidement devant l'église et sous le pont, puis ralentit et s'arrêta le long du quai, au niveau de ses collègues. Pat s'éloigna en silence des deux hommes et gagna le bateau dont le moteur ronronnait. Foa enroula une corde autour du pieu d'amarrage le plus proche, sauta sur le quai, salua le vice-questeur en lui tendant la main, et ce dernier s'en servit comme appui afin de monter dans le bateau. Le pilote sourit aux deux hommes, libéra la corde, bondit par-dessus le plat-bord et atterrit devant le gouvernail. Il fit vrombir le moteur, fit habilement marche arrière et repartit de plus belle. Brunetti monta dans son bureau tout en gardant à l'esprit cette histoire de problème de téléphone. Les infrastructures de la questure étaient en toute franchise un tel désastre que l'entourloupe du commissaire pouvait passer comme une lettre à la poste. Le chauffage était pure chimère et pendant tout l'hiver, il effectuait ses piètres performances d'un bout à l'autre du bâtiment selon son bon plaisir. Quant à l'air conditionné, il n'y en avait tout bonnement pas, à l'exception de quelques bureaux privilégiés. L'électricité fonctionnait plus ou moins et des sautes de courant sporadiques avaient fusillé plus d'un ordinateur et une imprimante. Du coup, le personnel s'était si bien habitué à la situation que toute ampoule qui grillait était vue comme le simple prélude au feu d'artifice du Rédempteur. Tandis qu'il gravissait les marches, Brunetti s'identifia à cet édifice avec ses quelques raideurs par-ci, ses pannes occasionnelles par-là, mais il fut bientôt à court de comparaison et sa première constatation l'incita à enlever les mains de la rampe et à continuer à monter en redressant le dos. Une fois arrivé, Brunetti lança sur son bureau le journal qu'il avait acheté sur le Campo Santa Marina. Il trouva qu'il régnait une chaleur désagréable dans la pièce et alla ouvrir une fenêtre. La vue s'était améliorée, il devait bien l'admettre, après le coup de neuf donné à l'église et la disparition des maisons à chats, mais les félins errants, toutefois, lui manquaient. Il sortit son téléphone de la poche et appuya sur le numéro de Paola. Après quelques sonneries, elle finit par répondre. « Si ?» demanda-t-elle, sans un mot de plus. « Ah !» s'exclama Brunetti d'un timbre plus grave. « La voix de l'amour répond et mon cœur s'ouvre débordant de la joie de « Qu'y a-t-il, Guido ?» Puis, avant qu'il ne puisse réagir à la froideur de sa femme, elle ajouta « Je suis avec un de mes étudiants. » Brunetti, qui s'apprêtait à lui demander ce qu'elle comptait préparer pour le dîner, lui déclara « Je voulais simplement te faire part de l'immensité de mon amour, ma chérie. »« Merci, vraiment, » répliqua-t-elle en raccrochant, sans lui laisser le temps de se livrer à une nouvelle envolée lyrique. Il jeta un coup d'œil à son journal et se dit que cette lecture serait préférable à celle des rapports en souffrance sur son bureau. Ces articles pouvaient lui fournir quelque information sur ce qui se passait sur la planète au-delà du Ponte della Libertà. Il reprochait souvent à ses enfants leur manque de curiosité, non seulement vis-à-vis de leur propre pays, mais aussi du vaste monde. Comment pouvaient-ils s'affirmer comme citoyens s'ils ignoraient tout de leur chef d'État, des lois, voire des alliances qui les liaient à l'Europe et aux autres pays? Avant même d'ouvrir Il Gazzettino, Brunetti avait mentalement esquissé un discours à la gloire du patriotisme qui aurait fait la fierté de Cicéron. La narratio ne lui avait posé aucun problème. Raffi et Chiara n'étaient pas au courant de la situation politique en cours dans leur propre pays. La refutatio était un jeu d'enfant. Il avait écarté sans difficulté l'assertion considérant l'Italie comme un simple pion sur l'échiquier géopolitique dominé par l'Allemagne et la France. Il était à mi-chemin de la peroratio, les exhortant à assumer pleinement leurs responsabilités de citoyens, et proche de la fin de son raisonnement, lorsque ses yeux tombèrent sur le gros titre de ce jour-là. « Morta la moglie strangolata, una settimana di agonia ». Elle était donc morte, la jeune femme, étranglée par son mari héroïnomane, et elle laissait un enfant. La situation classique, ils étaient en plein milieu d'une séparation, et l'irréparable fut commis.
et il remarqua un petit article sur 2 jeunes femmes américaines qui avaient été trouvées sur le quai longeant le service des urgences à l'Ospedale Civile le dimanche matin à l'aube. Cet article donnait leur nom et expliquait que l'une d'elles avait le bras cassé. Inexorablement, son regard fut attiré par l'article suivant. Celui-ci rapportait la poursuite des recherches menées dans une porcherie abandonnée près de Bassane, où l'on avait retrouvé la dépouille des 2 épouses de son ancien propriétaire, décédé à son tour de mort naturelle. Puis on avait même découvert les traces d'une 3e femme qui avait vécu à cet endroit un certain temps, au dire des voisins, et qui avait disparu. C'était le mot « trace » qui incita Brunetti à se lever et à descendre l'escalier. Une fois dehors sur la rive, il se dirigea vers le bar avec pour seul et unique objectif de se distancier de l'effet produit par ce terme sur sa personne. En entrant, Brunetti vit que Bamba Diome, le serveur sénégalais, était de service et remplaçait son employeur derrière le comptoir. Le commissaire le salua d'un signe de tête, mais ne put sortir un mot. Il regarda sur la gauche et s'aperçut que les 3 tables étaient occupées. « Ce n'est pas plus mal, songea-t-il. Au fond, il était juste venu reprendre des forces. » Il regarda la vitrine remplie de tramezzini préparés par Sergio, qui continuait à les couper en triangles, tandis que Bamba leur préférait une forme rectangulaire. Peut-être en prendrait-il un aux œufs et à la tomate. Bamba se tourna et essuya rapidement le zinc devant Brunetti. « De l'eau, dottore ?» Brunetti acquiesça. « Et un tramezzino aux œufs et à la tomate. » Il aperçut il Gazzettino sur le comptoir et l'écarta. Le voyant rejeter le journal, Bamba déclara en posant sa commande. « C'est terrible, n'est-ce pas, dottore ?»« Tout à fait, » confirma Brunetti, sans savoir à quel article se référait le serveur. Bamba se tourna vers la rangée de tables, nota une main levée et sortit de derrière le comptoir pour aller répondre à cette requête. Brunetti entama son sandwich et le reposa sur son assiette. Il se dit alors que si tel devait être son repas quotidien, il songerait sérieusement au suicide. En effet, les tramezzini ne constituaient en rien un véritable déjeuner équilibré. Et quel précédent créerions-nous si nous en venions lentement à nous contenter des valeurs nutritionnelles d'un sandwich à midi ? Même si Brunetti était diplômé en droit, il s'était toujours intéressé à l'histoire, et ses lectures sur l'histoire moderne lui avaient montré que les dictatures commençaient souvent par de petites choses, limiter l'accès à certains emplois, décréter qui pouvait épouser qui, déterminer le lieu de vie. Progressivement, ces règles prenaient immanquablement de l'envergure, et au bout d'un moment, certaines personnes ne pouvaient plus du tout travailler, ni se marier, ou tout simplement vivre. Il s'ébroua et se dit qu'il était en train d'exagérer. L'enfer n'était pas pavé de tramezzini. Brunetti se dirigea vers la caisse enregistreuse. Bamba tapa l'addition et lui remit le ticket de caisse. Le total s'élevait à 3,50 €. Brunetti tendit un billet de 5 € à Bamba et tourna les talons avant que le barman n'ait le temps de lui rendre la monnaie. À l'extérieur, le soleil avait perdu de son intensité et disparu derrière les édifices. Le climat avait recouvré la raison et le temps du risotto con zucca, le risotto au potiron, approchait. Les feuilles recommenceraient à pousser. Dans quelques mois à peine, Paola et lui pourraient aller se promener aux Giardini Reali et contempler le spectacle qu'offrent chaque année les arbres. Ils avaient l'habitude d'aller s'asseoir sous les frondaisons du parc Savorgnan, mais leurs arbres préférés étaient tombés lors des dernières tempêtes, et Brunetti avait alors cessé d'y aller, même si cette décision signifiait se priver des pâtisseries de chez Dalmas. En compensation, il profitait du festival de couleurs des jardins royaux restaurés depuis peu. Ce parc avait pour avantage un merveilleux café où le personnel n'importunait pas les clients qui souhaitaient lire en paix. Il s'arrêta enfin devant la questure et vit un panneau en liège accroché au mur. Le ministère de l'Intérieur s'était ému de constater que trop de personnes se servaient des voitures officielles pour des usages non professionnels, avait-il lu. « Voilà qui est choquant », marmonna-t-il dans sa barbe en faisant de son mieux pour paraître scandalisé. « Surtout ici. »
Il s'immobilisa au souvenir de la tristesse particulière qui avait enveloppé le dîner de la veille. Il se rappela avoir discuté avec 2 de ses plus vieux amis étant partis jeunes à la retraite et qui, visiblement, ne savaient plus parler que des charmantes pitreries de leurs petits-enfants. Personne ne passa dans le couloir. L'escalier demeura vide. Il entendit un téléphone sonner au loin, puis s'arrêter. Il sortit son portable et, à quelques mètres à peine du bureau de la signorina Elettra, il la prévint que 2 de ses informateurs, qui avaient rendu de bons et loyaux services dans le passé, l'avaient contacté afin de le voir immédiatement. Bien que les 2 hommes vivent à Venise, ils ne lui avaient jamais donné rendez-vous en ville par crainte des conséquences s'ils étaient aperçus en présence d'un policier. Ainsi vit-il le premier à Marghera et le second à Moliano. Ces rencontres ne s'avérèrent pas particulièrement fructueuses. Ils ne purent se mettre d'accord sur la question des paiements. Même si le premier ne détenait aucune nouvelle information, il exigeait de percevoir dorénavant un salaire mensuel. Brunetti refusa catégoriquement ces conditions et se demanda si la prochaine requête ne serait pas le 13e mois à Noël. Le second était un cambrioleur qui avait renoncé à sa vocation, mais pas à ses contacts, à la naissance de son premier enfant, et qui s'était mis à livrer des produits laitiers pour des supermarchés. Il rencontra Brunetti entre 2 livraisons et lui fournit le nom du concessionnaire chargé de la redistribution des montures de lunettes volées en permanence par les employés des usines qui les fabriquaient en Vénétie. Comme cette information ne lui était d'aucune utilité, Brunetti lui expliqua qu'il la passerait à un ami travaillant à la questure de Belluno et que 50 €, c'était déjà bien payé. L'homme accepta en souriant, si bien que Brunetti lui donna 10 € de plus, ce qui élargit son sourire. Ce dernier le remercia et remonta dans sa camionnette blanche, et l'on s'en tint là. Brunetti passa la soirée en famille. Il dîna avec sa femme et ses enfants, attentif à leurs discours et aux différents mets. Après le dîner, il sirota un petit verre de grappa sur le balcon, tout en regardant au loin le campanile de Saint-Marc. À 22 heures, les cloches de l'église lui signifièrent qu'il était temps de rentrer et il envisagea d'aller au lit. Bien que n'ayant pratiquement rien fait de la journée, il était fatigué et, à sa grande surprise, il se rendit compte qu'il n'avait toujours pas chassé la sensation de mélancolie que lui avait laissée la soirée passée avec ses anciens camarades de classe. Il prit le couloir et s'arrêta devant la porte du bureau de Paola. Concentrée sur sa lecture, elle ne l'avait pas entendu arriver de prime abord, mais elle leva les yeux et lui sourit, ce qui lui mit du baume au cœur. « Je vais me coucher », lui dit-il. Elle ferma son livre et se leva. « Quelle excellente idée !» s'exclama-t-elle. Le lendemain matin, Brunetti arriva encore en retard à la questure. Il alla voir aussitôt la signorina Elettra, qu'il trouva assise à une certaine distance de son bureau. Son fauteuil était penché en arrière, son ordinateur éteint et ignoré. Il remarqua qu'elle avait quelques papiers à la main. « Est-ce que je vous dérange, signorina ?»« Bien sûr que non, commissario, » répondit-elle avec un sourire. « J'étais en train d'examiner quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Elle leva les papiers en guise de preuve. « C'est au sujet de ces jeunes femmes dans la lagune, » précisa-t-elle. Il hocha la tête pour lui signifier qu'il était au courant de cet accident, sans mentionner que sa source d'information était Il Gazzettino. « Je viens de recevoir le rapport complet de Claudia. Elle était de service ce soir-là. Voudriez-vous y jeter un coup d'œil ?» Son ton laissait clairement entendre qu'il s'agissait là d'une affirmation et pas d'une question. Brunetti se saisit des documents qu'elle glissa dans une chemise en papier kraft. Il la remercia et monta les lire dans son bureau. Le dimanche précédent, un peu après 3 heures du matin, un des gardiens de l'Ospedale Civile, qui était sorti sur le quai des ambulances pour aller fumer une cigarette, avait trouvé 2 jeunes femmes blessées et inconscientes sur le ponton en bois. Il s'était précipité au pronto soccorso et avait fait venir 2 civières. Les victimes avaient été immédiatement prises en charge. Brunetti regarda les photos du dossier avant de continuer à lire, et il fut choqué par cette vision.
L'une des deux femmes donnait l'impression d'avoir été violemment battue. Au-dessus de son œil gauche saignait une longue coupure. Elle avait le nez cassé, plaqué contre sa joue, et tout un côté de son visage était tuméfié. Il y avait aussi un cliché de la seconde victime. Son visage était intact, mais elle avait une double fracture au bras gauche. Le rapport stipulait que les deux femmes ne présentaient aucune blessure aux mains, ce qui aurait pu témoigner d'un acte de résistance de leur part. Toutefois, elles avaient probablement passé un certain temps dans l'eau, car leurs jeans et leurs pulls étaient trempés, l'une d'elles avait même perdu sa tennis gauche. Elle n'avait pas la moindre pièce d'identité sur elle au moment où on les avait retrouvées. Lors de leur arrivée aux urgences, en état d'inconscience, les deux jeunes femmes avaient fait l'objet d'un examen médical complet afin de vérifier si elles avaient été victimes de violences sexuelles. Ce ne fut pas le cas. Après son IRM cérébral, la jeune femme au nez cassé fut rapidement transférée à l'hôpital de Mestre pour une intervention chirurgicale. C'est à ce moment-là que la police avait été alertée. Le policier de garde avait appelé et réveillé la commissaire Griffon qui s'était fait conduire à l'hôpital. Le rapport de Griffon établissait que lors de son arrivée, la jeune femme au bras cassé était couchée en larmes sur un brancard installé dans un couloir et suppliait en anglais qu'on lui donne un analgésique. Griffon y se précipita alors au poste des infirmières où elle montra son insigne et demanda instamment à parler au médecin responsable du service. Les quelques échanges qu'elle eut avec lui facilitèrent la situation. La jeune femme fut rapidement transférée dans une salle de soins où, après une piqûre, on lui réduisit la fracture de l'os du bras et on lui posa un plâtre. On lui trouva une chambre et Griffon, qui avait attendu dans le corridor, prit soin de l'y emmener en chaise roulante. Une infirmière l'aida à mettre la jeune femme au lit. Griffon s'assit près d'elle et fit tout son possible pour la rassurer. La patiente s'endormit rapidement. À 6 heures du matin, cette dernière fut réveillée par le bruit des chariots arrivant du bout du couloir et elle regarda autour d'elle, l'esprit encore embrumé. Griffon lui demanda comment elle s'appelait ainsi que son amie. « Jojo Peterson », répondit-elle, « et Lucy Watson ». Mais elle s'agita lorsqu'elle demanda où était Lucy et ce qu'il s'était passé. Griffon l'informa sur l'opération et lui affirma d'un pieux mensonge que tout irait très bien. Aussitôt après, Jojo lui apprit que les parents de Lucy travaillaient à l'ambassade américaine à Rome. Jojo et Lucy étaient des amies d'université et elles avaient effectué ce voyage depuis les États-Unis. Elle s'endormit de nouveau. Même le vacarme du petit déjeuner ne parvint pas à la garder éveillée. Les parents de Lucy Watson avaient été contactés par le biais de l'ambassade où son père travaillait aux ressources humaines et où son épouse exerçait en qualité de traductrice. Le téléphone fixe de Brunetti sonna et il reconnut le numéro du poste de Griffon. « Oui ?» demanda-t-il. « Est-ce que tu veux bien monter me voir ?»« Un instant, j'arrive » répondit-il en raccrochant. Griffon l'attendait déjà dans le couloir, au sommet de l'escalier. Non par impatience de le voir, mais à cause de la taille de son bureau, digne d'un mouchoir de poche. Si elle plaçait son fauteuil juste dans l'embrasure et se plaquait dos à la porte, elle pouvait s'installer à sa table de travail en laissant tout au mieux 1 mètre entre le fauteuil de son invité et le mur. « Raconte-moi tout » dit Brunetti en guise de salutation et en passant devant elle pour aller s'asseoir. Elle commença en pointant l'écran noirci de son ordinateur. L'hôpital a installé une caméra à chacune des entrées, y compris sur le quai des ambulances où les victimes ont été abandonnées. Elle se pencha pour allumer le moniteur et le tourna vers Brunetti, où il vit s'afficher une image en plein écran qui le troubla de prime abord. Il perçut une grille de rectangles longs et fins, alignés à l'horizontale, et au-delà, le noir complet. Griffon actionna une touche et, au bout d'un moment, la scène s'éclaircit comme si on avait allumé la lumière et que ce flot lumineux avait transformé les rectangles en un sol en bois, révélant par-delà ces lignes la présence d'eau sombre. « C'est tout ?» s'enquit Brunetti. Griffon y fit un signe d'assentiment.
Ils l'ont envoyé il y a 1 heure, je ne l'ai regardé qu'une fois. » Il s'agissait étrangement d'un film muet. La lagune n'est jamais tranquille. Les quais sont constamment heurtés par les vagues, voire des vaguelettes. En l'absence de mouvement digne d'intérêt à ses yeux, Brunetti se concentra sur les informations données en bas de l'écran, le numéro de la télécaméra et l'heure, 2h57. Le quai subit une secousse soudaine et Brunetti s'agrippa au bureau sous l'effet de la surprise. On distinguait une personne à proximité de ce quai qui traversa l'écran sur sa lancée et s'arrêta. 2 mains se cramponnèrent brusquement à l'échelle du dock et on vit un homme. Ses mouvements étaient mesurés et précautionneux. Il grimpa à l'échelle, les yeux rivés sur ses pieds comme s'il craignait de tomber à la renverse. Il monta sur le quai, regarda autour de lui, puis vers l'eau, et se pencha pour parler à quelqu'un en contrebas. La main d'une 2e personne, tendant une corde, s'afficha sur l'écran, puis le premier homme l'enroula autour d'un poteau d'amarrage et serra d'un geste lent mais sûr. Une fois le bateau attaché, on vit émerger les épaules et la tête du 2e homme, coiffé d'un bonnet en laine. Il disparut puis réapparut dans le champ quelques instants plus tard, en portant une petite femme. Il la déposa au bord du quai, puis la poussa en avant des 2 mains. Il disparut à nouveau, puis revint avec une autre femme qu'il déposa de la même façon sur le quai. L'homme sur le quai secoua la tête et tint des propos qui firent bondir l'homme au bonnet. Ce dernier marcha en direction de la caméra d'un air agité, tandis que son acolyte tentait de le raisonner. L'homme au bonnet regagna rapidement l'échelle tout en s'adressant à son camarade qui dénoua la corde et la lança sur le bord du quai. Puis ils s'en allèrent. La caméra ne montrait plus que les 2 femmes inconscientes, gisant sur le sol. L'écran redevint tout noir. Brunetti était encore si concentré que la voix de Grifoni le surprit. La caméra est sensible au mouvement et s'obscurcit lorsqu'aucune activité n'est détectée. À 3h05, un homme sortit de sa poche un briquet et une cigarette d'un paquet déjà ouvert. Il aspira une profonde bouffée, se tourna sur le côté, vit les 2 femmes inertes, en fit tomber sa cigarette et courut vers elles. Il s'agenouilla, prit le pouls de la première, puis de la seconde, se leva et repartit par où il était venu. L'écran se noircit de nouveau. Des personnes en blouse blanche arrivèrent presque aussitôt, soulevèrent les 2 femmes avec une rapidité vertigineuse, les déposèrent sur des brancards et rentrèrent à toute vitesse dans l'hôpital. L'écran redevint tout noir. « Combien de temps ont-ils mis pour venir les chercher ?» s'informa Brunetti. « 2 minutes et 40 secondes, spécifia Grifoni. C'est écrit en bas de l'écran. « Je ne critiquerai jamais plus l'hôpital, déclara Brunetti. J'ai vu le visage tuméfié de la fille. Comment peut-on faire une chose pareille à quelqu'un? J'aimerais retourner à l'hôpital pour glaner des informations. » Instinctivement, Brunetti lui demanda « Veux-tu que je t'accompagne ?»« Cela ne te fait pas faire un détour ?» s'enquit Grifoni. « Pas vraiment si je passe par le Campo Santa Marina. » « Nous pourrions y aller tout de suite. Je n'ai rien de spécial à faire et le vice-questeur est parti pour la journée. Foa m'a dit qu'il a été invité à un de ces galas organisés par des associations étrangères qui veulent sauver Venise, précisa-t-elle. Brunetti connaissait bien ces institutions, mais doutait de leur capacité à venir en aide à la ville. En fait, ils vont dans des restaurants de luxe, ce qui donne du travail aux gens. C'est toujours ça de prix, constata le commissaire. Comme si elle pouvait lire dans ses pensées, Grifoni lui lança un regard moqueur dont elle seule avait le secret. Sa bouche garda une expression sévère de désapprobation, mais son regard exprima toute sa délectation face à une telle absurdité. « C'est un dîner pour des Vénitiens importants où on leur explique le besoin urgent de secourir la ville, renchérit-elle. « La sauver de quoi ?» s'enquit Brunetti, déjà prêt à débiter la liste des dangers en commençant par la pollution due aux avions pris par ces mêmes individus pour venir au dîner caritatif. « Je pense que le mystère va être dévoilé ce soir, » répliqua-t-elle. « Comment se fait-il que Foa soit au courant ?» s'étonna Brunetti.
Il a dû emmener le vice-questeur à cette première rencontre, puis il retournera le chercher pour le ramener à la maison à la fin de la soirée. Brunetti se remémora la notice qu'il avait lue au sujet de l'utilisation inappropriée des voitures ministérielles pour des événements non professionnels. Mais l'honneur de Pat a été sauf. Le document ne mentionnait aucunement les bateaux. Réconforté à cette pensée, Brunetti se leva en disant « Allons-y, Claudia, je t'accompagne jusqu'à l'hôpital. » Cette fois, son sourire éclaira tout son visage. La journée était plutôt fraîche. Grifoni, en bonne napolitaine, ne sortait jamais sans emporter au moins une couche supplémentaire de vêtements. La veste en daim couleur caramel qui pendait aujourd'hui à son bras était particulièrement élégante. « Tu te l'es procurée à Naples ?» demanda-t-il lorsqu'il la vit la mettre et en remonter la fermeture éclair à moitié. « Oui, elle est belle. Si elle m'allait, je te flanquerais par terre tel un pickpocket pour te la voler. » Toi et ta déformation professionnelle. Mon oncle en vend dans son magasin. Brunetti rit de bon cœur. Ne sachant trop si elle devait se sentir vexée ou non, Grifoni demanda « Et alors ?»« J'ai un ami napolitain, commença Brunetti d'un air amusé. C'est même sans doute mon meilleur ami. Il suffit qu'un vêtement me plaise et tu peux être sûr qu'il a un oncle ou une tante, voire un cousin qui sait à tout moment comment me le fournir. Et un vrai prix d'amis. Ces fameux articles tombés du camion, s'enquit-elle. Cette réflexion fit s'esclaffer Brunetti. Lorsqu'il retrouva le contrôle, il expliqua. « C'est exactement ce qu'il m'a dit une fois. Mon fils voulait une paire de tennis blanches avec sur le côté la signature d'un joueur de tennis américain ou de son basketteur fétiche. Et pas moyen d'avoir la paix à la maison. Pendant 1 mois, il m'a bassiné avec ça. J'en ai touché un mot à Giulio un jour où nous parlions de nos enfants. Il m'a simplement demandé la pointure de Raffi. Le lendemain, UPS nous en a livré une paire pour lui avec un mot à l'intérieur disant qu'elle était tombée d'un camion. Et tu les as gardés ? Je veux dire, ton fils les a gardés ? Ah, bien sûr. Si je les lui avais renvoyés, Giulio m'aurait fait la tête tout le restant de l'année. Les 2 commissaires reprirent leur marche en bons amis qu'ils étaient. Grifoni réfléchit un moment à cette anecdote, puis elle rompit le silence en affirmant « C'est bien un napolitain. » « Et alors ? Comment veux-tu qu'il réagisse à une telle insulte ?» Brunetti s'arrêta et se tourna vers elle. « Tu le connais ? » ?»« Qui ? » ?»« Giulio d'Alessio, mon ami. » Après un moment d'hésitation, Grifoni demanda « Son père s'appelle-t-il Filippo ?» Brunetti la scruta en s'efforçant de ne pas la regarder bouche bée. Au bout d'un instant, il confirma. « Oui. Mon père le connaît, je veux dire, il connaît son père. » Brunetti plaqua ses mains sur les oreilles et s'exclama. « Mon Dieu, c'est un complot, je suis cerné. » « Par les Napolitains, s'enquit-elle. « Non, précisa-t-il, par les amis. »« Quel idiot tu fais, Guido !» déclara-t-elle en lui tapant l'épaule. Brunetti fut étonné de constater la similitude entre ces mots et ceux de Paola lorsqu'elle lui reprochait ses pires délires. Mais il savait qu'il était préférable de s'abstenir de lui faire part de cette comparaison. Il reprit sa voix professionnelle habituelle pour lui demander « Tu me diras en chemin ce que tu as découvert d'autre. » Il se trouve qu'on les a vus sur le Campo Santa Margherita samedi soir. Une fille se souvenait de Lucy, car sa mère lui chantait toujours une chanson avec ce nom-là. « C'est tout ?» s'informa Brunetti. « D'autres gens ont dû certainement les voir, songea-t-il. Elle devait être dans un hôtel ou un bed and breakfast ou encore être logée chez des amis. Quelqu'un a bien dû se rendre compte de leur absence ou s'être aperçu qu'elles n'avaient pas dormi dans leur lit. » La fille qui a appelé a dit qu'elles avaient engagé la conversation avec 2 hommes, mais après, elle a vu des camarades de classe et elle est allée les rejoindre et a oublié les Américaines jusqu'à ce matin, où elle a vu le nom de Lucy en gros titre dans Il Gazzettino. Il l'avait lu aussi. Lucy et Jojo. Qui sont-elles ? Brunetti s'apprêtait à demander à Grifoni si elle avait des nouvelles de la jeune femme hospitalisée à Mestre, mais ils prirent à gauche et se retrouvèrent dans la Barbaria delle Tolle et l'Ospedale n'était plus qu'à quelques minutes.
Le mur latéral de la basilique apparut sur leur droite. Ils étaient bel et bien arrivés sur le campo. Ils eurent la sensation que la devanture de l'hôpital les dévisageait, et lorsqu'ils se dirigèrent vers l'entrée, la façade de la basilique entra dans leur champ de vision. Grifone y ralentit le pas et tourna la tête d'un édifice à l'autre, comme si on l'avait chargée de décerner un prix à l'un d'entre eux et qu'elle ne parvenait pas à se décider. Généralement, c'était la Basilica, dont la somptuosité n'avait pas d'égal à Venise, qui était l'église préférée de Brunetti. D'autres fois, pour des raisons qui le dépassaient, c'était celle de San Niccolò dei Mendicoli. Et pendant très longtemps, à l'époque où il connaissait une fille qui habitait dans les parages, c'était l'église des Miracoli qui avait détenu la palme. Mais il finit par se lasser de la fille et, conséquemment, de l'église. Il se retint de demander à Grifone si elle voulait qu'il l'accompagne. Il valait mieux que ce soit une femme qui leur parle, vu que c'étaient précisément 2 hommes qui les avaient abandonnés à l'hôpital. Il lui souhaita bonne chance, lui dit au revoir et rentra chez lui. Comme il n'y avait encore personne à la maison, Brunetti prit un bocal d'olive et en versa la moitié dans une assiette. Il sortit une bouteille de Falanghina du réfrigérateur et s'en servit un verre. Il alla au salon, posa l'assiette et le verre sur la table, puis il s'assit et but une gorgée de vin. On fit agrandir les photos des visages des 2 hommes extraites de la vidéo de l'hôpital, et elles furent envoyées à tous les bureaux de police de Venise, ainsi qu'à la Guardia Costiera, aux Carabinieri et à la Guardia di Finanza. En se les remémorant, Brunetti songea qu'il devait avoir la vingtaine. Les photos ne donnaient que peu d'indications. Comme leur bateau circulait en contrebas, il n'était pas visible par la caméra de l'hospital qui avait été placée à hauteur de la plateforme prévue pour les ambulances. Seuls les 2 hommes et leurs fardeaux, déposés en un clin d'œil et abandonnés tout aussi rapidement, furent capturés en images. Brunetti but plusieurs gorgées de vin, dégusta quelques olives et disposa les noyaux au bord de son assiette. Il frotta ses pouces en essayant de se souvenir des jeux de main que son frère et lui connaissaient enfant. Il y en avait un où les doigts formaient une église avec des portes qui pouvaient s'ouvrir. Celui-ci était facile à se remémorer. Et il y en avait un autre où, par une habile manipulation, il pouvait donner l'impression de détacher la première phalange de son pouce. Ce tour de magie rendait fou de joie ses enfants quand ils étaient petits, mais à présent il avait beau imbriquer ses doigts de 1001 façons, il ne parvenait plus à se souvenir comment il procédait. Il croisa les mains et ne les bougea plus. Campo Santa Margherita, samedi soir. S'il ne pleuvait pas, il y avait toujours des vingtaines, en été des centaines d'étudiants sur le campo le soir, en train de bavarder, de boire, de passer d'un groupe à l'autre, de rencontrer des amis ou de nouer de nouvelles amitiés. Il avait fait pareil étudiant. Bon, d'accord, mais sans la drogue et pas avec autant d'alcool. On avait vu les 2 jeunes femmes discuter avec 2 hommes et quelques heures plus tard, 2 hommes les avaient emmenées à l'hôpital et les y avaient laissées. Il n'y avait aucune trace de rapport sexuel ni aucun signe de résistance à une agression quelconque. Quelque chose cloche sur cette photo, marmonna Brunetti. Il pensa à un livre dont Paola lui avait recommandé la lecture des années auparavant, 3 hommes dans un bateau. Il l'avait lu, mais l'avait détesté. Cette fois, il n'y avait que 2 hommes, mais qui étaient-ils et pourquoi se trouvaient-ils dans un bateau à 3 heures du matin? Et comment pouvaient-ils savoir où emmener ces jeunes femmes, où les déposer ou se débarrasser d'elles selon l'interprétation qu'ils voulaient bien donner à leur conduite? S'ils avaient un bateau, ils connaissaient probablement la lagune sans être nécessairement vénitiens. Mais pour connaître le quai de l'Ospedale, il fallait l'être. Vu qu'ils avaient rencontré les filles sur le Campo Santa Margherita, ils devaient être étudiants. Et s'ils avaient pu parler aux filles, c'est qu'ils avaient quelques notions d'anglais, ce qui suggérait, sans le confirmer toutefois, que c'étaient bien des étudiants. Il réfléchit à la manière dont les hommes avaient déposé, il décida de s'en tenir à ce verbe, les 2 Américaines sur le quai. L'un grimpa précautionneusement à l'échelle qu'il y avait accrochée et amarra le bateau,
puis regarda son ami soulever les filles l'une après l'autre dans l'embarcation et les laisser sur le débarcadère. N'aurait-il pas été plus facile pour lui de retourner dans le bateau et de l'aider à monter les femmes inconscientes sur l'appontement? Que s'était-il dit sur ce quai? Quelque chose clochait vraiment. Brunetti saisit son téléphone et appela Grifoni. « Es-tu toujours à l'hôpital ?»« Si. »« Avec l'américaine ?»« Si. »« Se souvient-elle de quelque chose ?»« Attends un instant, » dit Grifoni, et il crut entendre le bruit d'une chaise traînée par terre. Elle couvrit ensuite le micro et dit quelque chose. Il y eut une longue pause, puis il eut l'impression d'entendre des pas. « Elles étaient sur un campo avec beaucoup d'étudiants, » commença Grifoni. « La fille pense qu'il s'agit de Santa Margherita. Elles ont rencontré 2 garçons qui leur ont proposé d'aller faire un tour. » « Un tour ?» Ils avaient un bateau, ils avaient l'air sympas, si bien qu'elles ont accepté de partir avec eux. Ils étaient amarrés près d'un pont. Il y avait effectivement un pont au bout du campo Santa Margherita, avec une longue rive sur le côté opposé. Lucy affirme qu'au début, le tour en bateau était très agréable. Ils ont emprunté un grand canal avec de somptueuses maisons de part et d'autre. Puis, ils sont passés devant quelques églises et tout à coup, elle s'est aperçue qu'ils étaient au large. Et puis, une fois sorties de la ville, elles étaient effrayées car il faisait complètement noir. Elles n'avaient aucune idée de l'endroit où elles se trouvaient. Ensuite, le bateau a pris de la vitesse, la proue n'arrêtait pas de rebondir brutalement, et les garçons, eux, criaient et riaient. C'est là que Lucy a vraiment commencé à avoir peur. Il fallait qu'elle s'agrippe à son siège parce que le bateau la secouait dans tous les sens. Grifoni interrompit son récit. Que s'est-il passé ensuite? Elle leur a hurlé de ralentir, car elle sentait qu'elle allait avoir le mal de mer. Puis, elle s'est réveillée à l'hôpital, mais elle n'a aucune idée de comment elle s'y est retrouvée. Et les hommes? Ils leur ont dit qu'ils étaient vénitiens. Un des 2, en tout cas, s'exprimait plutôt bien en anglais, l'autre parlait seulement italien. C'est elle, comment il s'appelle? Celui qui était bilingue lui a dit de l'appeler Phil, et l'autre avait un nom qui commençait par un M. A-t-elle fourni d'autres éléments? Celui avec le prénom en M aurait un tatouage sur son poignet gauche, noir et à motif géométrique, comme un bracelet. « Comme tant d'autres garçons, » répliqua Brunetti. « Se souvient-elle d'être tombée à l'eau? »« Elle ne se souvient de rien d'autre, Guido, » soupira Grifoni. « Qu'en pensent les médecins? » Que les souvenirs reviendront peut-être, mais lentement, et ce n'est pas garanti. Elle ne s'est pas cogné la tête, donc pour eux, il s'agit surtout d'un état de choc. Sans lui laisser le temps de poser une autre question, Grifoni lui expliqua. « Il m'appelle, il faut que j'y retourne. » Et elle raccrocha. Brunetti resta avec ses noyaux d'olive et son verre vide, pas tellement plus avancé sur ce qui s'était passé le samedi soir. Il pensa à la jeune femme dont le visage était si gravement tuméfié. Comment un chirurgien qui ne l'avait jamais vue avant cette soirée fatidique pourrait-il reconstituer son visage, lui rendre ses véritables traits? Il chassa ses idées de son esprit et tenta de se focaliser sur les informations qu'il venait d'obtenir. Les 2 jeunes hommes étaient vénitiens, disposaient d'un bateau, peut-être même travaillaient-ils sur des embarcations ou dans le domaine nautique. Brunetti ignorait le nombre d'hommes et de femmes dans le coin dont la vie professionnelle était liée au monde de l'eau. Il devait être au moins une centaine, voire plus. Comme à l'époque où la Sérénissime dominait les mers limitrophes, les offres de travail demeuraient souvent au sein de certaines familles pendant des générations et des générations et créaient parmi les travailleurs cette unité et cette loyauté courantes chez les personnes exerçant des métiers à risque. Brunetti prit son assiette, la porta à la cuisine et la posa avec son verre sur le côté de l'évier. Puis il retourna chercher dans le bureau de Paola un ouvrage à lire, en attendant que le reste de la famille rentre dîner. Lorsque Brunetti consulta son courrier électronique le lendemain matin, il trouva un email des carabinieri que la signora Elettra lui avait fait suivre. Ce message révélait l'identité des 2 hommes qui avaient laissé les jeunes femmes sur le quai de l'hôpital. Marcello Vio habitait à la Giudecca et Filiberto Duso ad Orsoduro.
Le nom de Duso éveilla un souvenir lointain dans la mémoire de Brunetti, cependant il ne s'y attarda pas et continua à lire. Ils avaient été identifiés par les carabinieri en poste au pont dei Lavraneri sur la Giudecca, qui avaient également ajouté qu'ils considéraient vie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.